Chers participants, je suis le professeur Fodie Bakari Doucouré, le directeur du cours. J'espère que le cours se passe dans de très bonnes conditions et que vous avez bien fait vos évaluations. Nous entamons le module 5, les séries temporelles. Donc, module 5, c'est étudier comment une variable va varier dans le temps. Donc, les séries temporelles. Pour le contenu, on va définir une série temporelle, ensuite voir la périodicité, les exemples de trajectoire et les composantes des séries temporelles. Méthode de décomposition, la méthode de Buy-Ballot, la tasse d'une série temporelle, l'étude de la composante saisonnière, prévision par lissage exponentiel, et on va terminer par la résolution d'un exercice par le logiciel eViews. Série temporelle, définition. Une série temporelle ou série chronologique ou chronique est une suite d'observations d'une grandeur au cours du temps. La grandeur mesurée est notée grand X. L'étude des séries temporelles intéresse tous ceux qui désirent décrire, expliquer, contrôler et prévoir des phénomènes évoluant au cours du temps. Donc ici, l'aspect temporel est très important. On parle d'évolution de la variable. Une série temporelle peut avoir différentes périodicités, où les plus fréquentes sont l'année, une série annuelle, le semestre, une série semestrielle, le trimestre, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute, etc. Ce sont les cas les plus fréquents dans la pratique. Maintenant, on va voir les trajectoires des séries temporelles. Nous verrons 6 trajectoires. La première, c'est le cas d'une série qui est stationnaire. Une série est stationnaire si elle a une tendance constante. Donc, une série stationnaire va fluctuer autour de sa moyenne. Ici, la moyenne est représentée par la droite rouge. Donc, une série temporelle qui est stationnaire, donc elle fluctue autour de sa moyenne. Donc, exemple 1, une série stationnaire. Pour trajectoire 2, on a une série qui a une tendance croissante. On dit aussi un trend haussier. Donc, trajectoire 2, on a une série qui a une tendance croissante ou haussière. Pour trajectoire 3, on a une série qui a une tendance décroissante. On dit aussi une tendance qui est baissière. Donc, tendance décroissante ou baissière. Pour trajectoire 4, on a une série qui est saisonnière, mais ici avec le schéma additif. Donc, on a une série saisonnière avec un schéma additif. Trajectoire 5, on a une série qui est saisonnière avec un schéma qui est multiplicatif. Ce schéma est plus fréquent que le schéma additif. Donc, trajectoire 5, une série saisonnière avec un schéma multiplicatif. Maintenant, 6e trajectoire, on a une série qui a un cycle. Donc, une série qui est cyclique. Donc, dans la pratique, on a 6 trajectoires qui sont les plus courantes. Le cas stationnaire, tendance croissante, tendance décroissante, le cas saisonnier additif, saisonnier multiplicatif, et une série qui a un cycle. Maintenant, quelles sont les composantes d'une série? Nous verrons 4 types de composantes. Et ces composantes peuvent se combiner. Première composante, c'est la tendance. Donc, la tendance, c'est l'évolution moyenne à long terme de la variable. Donc, il faut distinguer 3 tendances. Une série peut avoir une tendance croissante, une tendance décroissante ou une tendance constante.
Dans le cas constant, on parle de série stationnaire. Donc, 3 tendances possibles, tendance croissante, tendance décroissante et tendance constante, ou une série qui est stationnaire. Donc, premier composant, la tendance. On a 4 composantes. Cas 2, la composante cyclique. Elle est chère aux conjoncturistes. Donc, le cycle correspond à un mouvement d'allure quasi-périodique comportant une phase croissante et une phase décroissante. Donc, deuxième composante d'une série, c'est le cycle. Composante 3, c'est la saisonnalité. Comme la précédente, c'est-à-dire comme le cycle, cette composante est supposée périodique. Elle se distingue cependant du fait que sa période dépend de l'environnement. Par exemple, une consommation d'électricité est une série qui est saisonnière. Bon, quand il fait chaud, il est évident que la consommation est plus importante. Mais la dernière composante, c'est la composante résiduelle. Donc, le résidu, elle regroupe tout ce qui n'est pas pris en compte par les composantes précédentes. Donc, le résidu, c'est tout ce qui n'est pas pris par les 3 composantes qu'on vient de voir. Maintenant, comment peut-on combiner ces 4 composantes? Donc, c'est la décomposition. Souvent, on distingue 2 types de schémas. Le schéma additif, on fait la somme des 4 composantes, ou le schéma multiplicatif, on fait la multiplication des 4 composantes. Donc, il faut bien distinguer le schéma additif, où on fait la somme des composantes, du schéma multiplicatif, où on fait la multiplication des 4 composantes. Donc, schéma additif et le schéma multiplicatif. Le schéma additif correspond à une chronique où le profil saisonnier est invariant et où la tendance est peu marquée. À l'opposé, le schéma multiplicatif rend compte des séries chronologiques où l'amplitude du profil saisonnier évolue au cours du temps de façon proportionnelle à la tendance. Mais comme je l'ai indiqué, le schéma multiplicatif est plus fréquent que le schéma additif. Maintenant, la méthode de Buy-Ballot, elle permet de distinguer entre le schéma additif et le schéma multiplicatif. La méthode de Buy-Ballot donc consiste à calculer pour chacune des années la moyenne et l'écart type, puis à vérifier la liaison entre l'écart type et la moyenne. Donc, on fait une régression. Donc, ici, on regarde l'écart type sur la moyenne X bar. Donc, A et B sont des paramètres qu'on va estimer par la méthode des moindres carrés. Donc, il faut distinguer 2 cas. Premier cas, si l'écart type ne dépend pas de la moyenne, dans ce cas, le schéma est dit additif. Dans ce cas, la pente de la droite, petit a, est proche de 0. Ce qui signifie que, ici, les écarts types sont constants. Donc, si les écarts types sont constants, alors on a un schéma qui est additif. Pour cas numéro 2, c'est si l'écart type est fonction de la moyenne. Dans ce cas, le schéma est multiplicatif. La pente de la droite des moyennes de carré est donc différente de 0. Ce qui signifie que les écarts types ne sont pas constants pendant la période. Donc, en résumé, si l'écart type est constant, le schéma sera additif. Si par contre, l'écart type n'est pas constant, on dira qu'on a un schéma multiplicatif. C'est ça la méthode de Buy-Ballot. Maintenant, 7, la tendance. Nous allons voir 3 méthodes qui permettent de calculer la tendance d'une série. On a vu que pour la tendance, il y a 3 possibilités. Tendance croissante, tendance décroissante ou tendance constante, le cas stationnaire. Donc, première méthode, c'est la méthode de l'ajustement linéaire.
Donc, cette méthode, on suppose que la tendance est représentée par une courbe d'équation x égale f de t, où petit t est le temps, ou la variable temporelle. Maintenant, si on suppose qu'on a une tendance linéaire, donc on a x qui dépend des coefficients A0 à 1. Ici, petit t est la variable temporelle. Donc, on va d'abord estimer les coefficients A0 et A1 par la méthode des moyennes carrées ordinaires. Bon. Les formules sont là. Donc, A1, c'est la covariance sur la variance. Donc, A chapeau 0, c'est x bar moins A chapeau 1 t bar. Le temps de la série est donc indiqué par le coefficient de A1 chapeau, qui est ici la pente de la droite. Donc, on va distinguer trois cas. Premier cas, si A1 est positif, alors on a une tendance croissante. On parle de trend haussier. Si A1 chapeau est nul, dans ce cas, la série est stationnaire. On a une tendance constante. Et en dernier lieu, si A1 chapeau est négatif, alors la série étudiée a une tendance décroissante, au trend baissier. Donc, c'est le signe de A1 chapeau qui vous donne la tendance de la série temporelle. Bon, deuxième méthode, c'est la méthode des moyennes mobiles. Le filtre moyenne mobile permet d'écréter les pics et les creux d'une chronique afin de mieux déceler sa tendance de fond. On calcule une moyenne sur un certain nombre de valeurs de la série et on l'affecte à une période donnée. Donc, la moyenne mobile simple de longueur m est définie par donc m, t, donc c'est xt plus xt moins 1 plus xt moins 2. Le dernier terme, c'est xt moins m plus 1, divisé par m. Donc, on a bien une moyenne. Maintenant, pour le choix de la moyenne mobile, on retient les valeurs suivantes. Quand les données sont annuelles, souvent on prend m égale 3 ou m égale 5. Les données qui sont trimestrielles, on choisit souvent m égale 4. Les données qui sont mensuelles, on choisit la valeur m égale 12. La valeur de la moyenne mobile détermine la tendance de la série temporelle. Ici aussi, on va distinguer trois cas, comme pour la régression linéaire. Donc, on distingue trois cas. Donc, si les valeurs de la moyenne mobile sont croissantes, alors la série étudiée a une tendance croissante. Deuxième cas, si les valeurs de la moyenne mobile sont constantes, alors la série est stationnaire, c'est-à-dire qu'elle a une tendance constante. Et troisième cas, si les valeurs de la moyenne mobile sont décroissantes, alors la série étudiée a une tendance décroissante. On dit aussi un trend baissier. Donc, ici aussi, comme pour le cas précédent, on distingue trois possibilités. La troisième méthode, c'est la méthode du filtre de Hodrick et Prescott. Le filtre est une méthode de lissage qui est sophistiquée pour analyser des évolutions conjoncturelles et avoir les tendances. Le filtre de Hodrick-Prescott est calculé par Yves. Donc, dans les études de cas, vous verrez des exemples d'application. Donc, les valeurs du filtre déterminent la tendance de la série temporelle. Donc, on a eu trois méthodes pour connaître la tendance d'une série. Ici aussi, on va distinguer trois cas. Si le filtre est croissant, alors la tendance est croissante. Si par contre le filtre est constant, alors on a une série qui est stationnaire. Et si le filtre de Hodrick-Prescott est décroissant, dans ce cas, la série étudiée a une tendance décroissante, trend baissier.
Maintenant, pour la composante saisonnière, je n'ai pas l'utilisé dans le document. Je vous renvoie donc au support de cours. Bon, il y a le graphique et la table de Buy-Ballot, l'autocorrélation et généralisation d'une série. Donc, cette partie est traitée dans le support de cours. Maintenant, le point 9, c'est la finalité de la série temporelle, c'est les prévisions. Une fois qu'on a une série, on va prévoir l'évolution future pour un horizon donné. Donc, 9, lissage exponentiel. Ces techniques ont été introduites par Holt en 1957, mais surtout par Brown en 1962. Le lissage regroupe l'ensemble des techniques empiriques qui ont pour caractéristique commune d'accorder un poids plus important aux valeurs récentes de la série temporelle. Donc, on parle de lissage, en anglais smoothing. Ces techniques sont des méthodes statistiques de prévision. Donc, elles sont surtout utiles pour des prévisions à court terme ou à moyen terme. Nous allons exposer 5 méthodes de lissage exponentiel qui sont disponibles sur le logiciel eViews. Pour sur eViews, la procédure pour faire la méthode est la suivante. Donc, vous cliquez sur Quick, ensuite série statistique. Vous verrez exponentiel smoothing, en français, lissage exponentiel. Nom de la série à prévoir. Et ensuite, vous cliquez sur OK. On a alors la fenêtre suivante, où il y a à gauche les 5 méthodes qui sont là. Ici, on met le nom de la série prévue. Et là, c'est les paramètres de lissage qu'il faut estimer. Donc là, on va donc exposer les 5 méthodes et voir dans quel cas il faut les appliquer. Donc, pour la méthode de lissage, bon, on choisit une méthode et ensuite, vous cliquez sur OK. Donc, première méthode, c'est le lissage exponentiel simple. Donc, c'est single. Donc, le lissage exponentiel simple est utilisé pour prévoir des séries qui sont stationnaires, c'est-à-dire des séries qui ont une tendance constante. Notez bien que dans la pratique, les séries stationnaires sont rares. Donc, lissage exponentiel simple, cette méthode est utilisée pour prévoir des séries qui ont une tendance constante, c'est-à-dire des séries qui sont stationnaires. Pour deuxième méthode, c'est exponentiel double et la méthode de Holt-Winters non saisonnière. Ces deux méthodes sont utilisées pour prévoir des séries qui sont tendancielles, donc à la hausse ou à la baisse. Donc, les méthodes 2 et 3 sont utilisées pour prévoir des séries tendancielles, donc à la hausse ou à la baisse. Il reste maintenant 2 méthodes qui vont prévoir des séries qui sont saisonnières. Quatrième méthode, c'est la méthode de Holt-Winters saisonnière additive. Donc, cette méthode est utilisée pour prévoir des séries qui sont saisonnières avec un schéma additif. Mais la dernière méthode, c'est la méthode de Holt-Winters saisonnière multiplicative. Cette méthode est utilisée pour prévoir des séries saisonnières avec un schéma multiplicatif. Notez que l'avantage principal exponentiel par rapport aux autres techniques statistiques de prévision réside dans leur mise en œuvre qui est très simple. Les méthodes sont simples et elles permettent d'obtenir de bonnes prévisions à moindre coût. On va terminer par un exemple d'application. On va utiliser la méthode de Holt-Winters non saisonnière.
Bon, cette méthode, on a vu que cette méthode est utile pour prévoir des séries qui sont tendancielles à la hausse ou à la baisse. Bon, ici, on considère les consommations des ménages d'un pays africain. Bon, données à saisir, et ensuite, on vous demande de prévoir cette série avec la méthode de Holt-Winters non saisonnière. Cette méthode, comme je l'ai indiqué, elle est utilisée pour prévoir des séries qui sont tendancielles à la hausse ou à la baisse. Bon, pour les données à saisir, donc ici, on désire prévoir 5 années, qui sont ici les années 2008 à 2022. C'est ça qu'on va prévoir. Les données sont ici annuelles. Bon, pour la commande de la saisie, hein, vous cliquez sur File, ensuite New, Work File. Pour la fréquence des données, on choisit annuel, données annuelles. Bon, démarrage, on saisit 91. Date de fin, on saisit 2002, on fait OK. On saisit au clavier Data, nom de la variable qui est const, on valide, et les données sont saisies. Bon, après la saisie des données, on fait le graphique. Bon, la commande pour faire le graphique, vous cliquez sur Quick, ensuite Graph, List of Series. On saisit const, la consommation, OK. Au type de graphique, on choisit Line and Symbol, c'est-à-dire le cas linéaire. On dit aussi un graphique boursier. Et ensuite, on obtient le graphique. Et vous voyez bien ici que le graphique est linéaire et la tendance ici, elle est bien croissante, hein, puisque cette série croît avec le temps. Donc là, on a bien une tendance qui est croissante. Donc ici, on a bien utilisé la méthode de Holt-Winters non saisonnière. Maintenant, on passe à la prévision de la série. Donc, prévision par la méthode de Holt-Winters non saisonnière. Bon, les commandes de la prévision sont les suivantes. Vous cliquez sur Quick, ensuite série statistique. On va à exponential smoothing, lissage exponentiel. Nom de la série, on saisit const, les consommations. Vous cliquez sur OK pour valider. On choisit la méthode Holt non saisonnier. Maintenant, Smooth Series, c'est la série lissée. Donc, c'est la série ici qui contiendra les prévisions. Et ensuite, vous validez par OK. Bon, les résultats de la prévision sont là. Donc, la méthode, c'est bien Holt-Winters non saisonnière. Pour la série brute, c'est const. La série prévue, Forecast Series, on l'a appelé ici HWNS. Maintenant, c'est la théorie qui est là. Donc, alpha, bêta, c'est les paramètres qu'on estime. Et ensuite, vous avez les formules qui sont utilisées pour avoir les prévisions. Bon, une fois qu'on a fait la méthode, pour avoir les prévisions, bon, la commande, c'est Quick. On fait Show. Maintenant, objet à montrer, on saisit la série const, qui est la série observée, et la série prévue, on l'a appelée HWNS. Et ensuite, vous cliquez sur OK pour valider. On obtient alors les prévisions suivantes. Donc, les consommations prévues ici, pour un horizon de 5 années, par la méthode de Holt-Winters non saisonnière sont, on a les années et les consommations prévues. Donc, ici, on a prévu les consommations des ménages pour le pays africain pour 5 années. Donc, il faut bien que les prévisions sont bien croissantes, hein. Bon, ce qui est normal puisque la série de départ avait une tendance croissante. Maintenant, pour terminer, on fait les graphiques des séries prévues et ajustées pour voir est-ce que la méthode a bien ajusté les données. Ça revient à faire de la simulation. Donc, pour avoir les graphiques des séries observées et prévues, donc vous cliquez sur View, ensuite Graph, on choisit Line and Symbol et on clique sur OK. Si vous le faites,
on obtient les graphiques des séries observées et prévues. Donc, les graphiques des séries observées et prévues sont, donc la prévision, ce qui est sous l'ombre qui est en vert. Jusque-là, c'est la simulation. Et vous voyez bien ici que les séries observées et les séries ajustées sont très proches. Donc, l'erreur de prévision est faible. Donc, la méthode ici de prévision donne de très, très bons résultats. Là, ici, on a un exemple de prévision par lissage exponentiel. Et là, on a bien prévu la série. Donc, je vous remercie de votre attention.